Alors, après avoir, dans cette deuxième partie consacrée à l'analyse des résultats, après avoir regardé les valeurs, après avoir calculé des coefficients, après avoir transformé des réponses pour garantir une bonne utilisation des modèles, eh bien, nous allons restituer les équations que nous venons de voir sous forme graphique au travers de deux approches, des courbes isoréponses et la trace de la surface de réponse. Et puis, c'est lors de la conclusion que nous interpréterons les résultats obtenus. Alors, les courbes isoréponses sont des représentations planes qui ressemblent à des lignes isoniveaux qui vont me permettre de dire que sur la ligne, par exemple, 1200, tous les mélanges situés dans le domaine expérimental, sur cette ligne paramétrée par 1200, ont théoriquement, d'après le modèle, une réponse qui est égale à 1200 degrés. Pareil pour les lignes 1250, 1300, ceci relève de la lecture d'une carte d'état-major quand on fait de la randonnée. N'hésitez pas, lorsqu'on est en présence de trois constituants, de rapprocher les courbes isoréponses de l'analyse globale que nous avions faite à gauche, pour maintenant préciser comment les réponses varient dans le domaine expérimental. On va faire la même chose pour les trois autres réponses, avec des transformations appropriées. Précédemment, c'était une transformation en 1 sur y, ici une transformation en logarithme népérien, avec une plage beaucoup plus importante. Je vous rappelle que la réponse varie de 25 décapascales secondes à plus de 7900 décapascales secondes. On va faire la même chose pour la conductivité électrique, donc j'extrais de la publication le tracé des courbes isoréponses, mais n'hésitez pas à faire un parallèle entre les courbes isoréponses et les valeurs expérimentales. Ici, le modèle sous-jacent à la variation, c'est la racine carrée. Au même titre, même transformation pour la dernière réponse. Alors, les courbes isoréponses, vous pourrez les faire, certes, quel que soit le nombre de constituants, mais dès qu'il y a plus de 3 constituants, vous serez obligé de fixer la variation des constituants que vous ne représentez pas à une valeur constante, ce qui peut parfois compliquer la lecture et l'interprétation de ces graphiques. Donc par voie de conséquence, on associe aux courbes isoréponses une représentation complémentaire que l'on appelle la trace de la surface de réponse et que dont on va décrire le principe de construction et que l'on va présenter naturellement dans la suite. Alors, la surface de réponse, c'est quelque part une quadrique lorsqu'on a un polynôme de degré 2, et cette quadrique, à défaut de pouvoir la représenter facilement, eh bien, on va en représenter la trace, c'est-à-dire qu'on va couper cette quadrique suivant différents axes, et on va regarder comment cette quadrique décrit la variation de la réponse le long de ces axes. Comment décrire un axe? Eh bien, par une droite. Et cette droite, il lui faut 2 points. Un point qui est le mélange de référence, par rapport auquel on veut faire l'analyse. Ici, j'ai choisi un mélange arbitrairement, dans un simplex de hauteur unitaire, qui a pour coordonnées 0,2, 0,2, 0,6. Et par rapport à ce mélange, j'ai dessiné autant d'axes qu'il y a de sommets dans le simplex unitaire, les axes passant par le mélange de référence et rejoignant les sommets. Vous voyez, l'axe rouge, c'est l'axe du constituant 1, l'axe bleu, c'est l'axe du constituant 2, et l'axe vert, c'est l'axe du constituant 3. Alors ce que l'on va faire, c'est que l'on va découper numériquement, aussi finement que de besoin, chacun des axes. Pour chacun des nœuds résultant de ce découpage, on va utiliser l'équation du modèle, et ensuite on représentera la variation de Y chapeau le long pour ces différents points. Ici, un modèle de degré 2. Voyez apparaître au-dessous la formule générique que l'on va commenter de calcul des coordonnées des points le long de l'axe. Alors en effet, partant d'un mélange de référence, si on augmente la proportion du constituant 1 d'une quantité delta, par exemple 40%, vous passez de 20% à 60%. Ce qui a pour conséquence d'entraîner une diminution
des deux autres constituants pour respecter la contrainte relationnelle implicite. Somme des xi est égale à 1, donc une diminution de 10% pour le constituant 2 et une diminution de 30% pour le constituant 3. Cette planche est là pour vous illustrer la formule générique que vous aviez vue qui nous donnait xj égale sj moins delta sj sur 1 moins si. Donc à partir du moment où l'on sait calculer les coordonnées des différents mélanges X le long d'un axe, eh bien on va pouvoir dessiner la surface de réponse en ayant pris soin de préciser quelle est la direction de l'axe. Alors les axes peuvent passer par un mélange de référence et rejoindre les sommets du simplex de hauteur unitaire, donc ici les sommets représentant le sol, CaO et Na2O, c'est ce qu'on appelle les axes de Cox. Et on peut également représenter la variation de la réponse le long d'axes qui rejoignent les pseudo-constituants. Les pseudo-constituants, ce sont les sommets du plus petit simplex qui contient intégralement le domaine expérimental. Vous en voyez ici un bout de trace rouge. Et donc vous voyez les axes qui passent par le même mélange de référence. On a choisi le centre du domaine pour retrouver les résultats de la publication de People et qui rejoignent ce coup-ci les sommets. Alors vous voyez qu'il y a des petites différences angulaires, donc on ne voit pas tout à fait les mêmes choses. Et donc dans cette publication, on va restituer l'information le long des axes de People, naturellement au sein du domaine expérimental exclusivement. Alors lorsqu'on s'intéresse à la réponse T10, voilà comment est restituée la trace de la surface de réponse par rapport au mélange de référence. Le mélange de référence, c'est un mélange qui a pour coordonnées 0, 0, 0 sur l'axe horizontal, puisque sur l'axe horizontal, nous portons les écarts par rapport au mélange de référence. Donc quand on est au mélange de référence, il n'y a pas d'écart par rapport à lui. Et vous voyez que plus on s'écarte du mélange de référence en augmentant le constituant représenté par la couleur rouge, plus la température, pour obtenir une viscosité de 10 pascal seconde, augmente. Plus on augmente la quantité de Na2O, plus la température nécessaire pour obtenir une viscosité de 10 pascal seconde diminue dans une moindre mesure. C'est ce que vous voyez ici. Les courbures étant apportées par les termes de degré 2 et la transformation. Alors lorsque vous êtes en présence de trois constituants, imposez-vous de dessiner à l'aide d'un logiciel la trace de la surface de réponse et de mettre sur un papier à côté de vous le diagramme ternaire au sein duquel vous avez mis les valeurs des réponses et regardez si effectivement, lorsque vous vous déplacez le long des axes de People, ici, eh bien, la courbe rouge décrit bien les points que vous avez observés. Vous voyez que les points que vous avez observés, nous partons de 1202 ou 1206 degrés pour atteindre 1751 ou 1735 degrés. Au même titre, lorsque l'on décrit ce qui se passe dans le sens vert, le long de ce deuxième axe du domaine, la réponse passe de 1463 pour diminuer jusqu'à 1327 en passant par un point bas. Donc vous voyez, 1463, on descend au centre à 1270 et on remonte à 1327, c'est ce que vous voyez comme courbure. Même observation le long de l'axe bleu. Donc passez du temps pour regarder ça, et puis vous pouvez effectivement constater que ce que nous avons observé ici avec un tableur ou avec un logiciel est similaire à ce que People et Shade avaient mis dans leur publication en 1992. On va faire la même chose de façon un peu plus rapide pour les autres réponses. On ne s'étonne pas de trouver des ressemblances entre les deux traces là que l'on observe. Pourquoi? Parce qu'on avait vu qu'il y avait des ressemblances au niveau des fluctuations. On avait utilisé la corrélation de rang, si vous en souvenez, dans l'analyse globale. Ici encore, assurons-nous que tout se passe bien. Lorsque l'on se promène, si je puis dire, le long de l'axe rouge, on passe d'une viscosité de 30 décapascal seconde à une viscosité de 8000 pascal seconde. C'est pour ça que sur l'axe vertical du graphique de la trace, nous avons une échelle logarithmique. Et puis, même information suivant les autres axes.
correspondance entre ce qu'on a obtenu et puis ce que People et Shade avaient proposé en 1992. Et là encore, n'oubliez pas de revenir à ce qu'on avait dit dans l'analyse globale. Il y a des similarités, et on se doute bien, pour qui est un peu physicien, qu'il y a un lien entre la température et la viscosité. Il y a même des équations un peu génériques qui permettent de le donner, peut-être pas dans les verres, mais au moins dans le cas des huiles organiques. Et donc il est tout à fait normal qu'à un facteur d'échelle près, on retrouve les mêmes comportements suivant les mêmes axes pour ces deux réponses. Alors, continuons avec la conductivité électrique, où l'on va voir des profils un petit peu différents. Ici, on s'aperçoit que le déplacement le long de l'axe rouge entraîne une variation de la conductivité électrique beaucoup moins grande que lorsque l'on se déplace, lorsqu'on déplace la formule le long de l'axe vert, ou encore le long de l'axe bleu, où on observe une très forte pente au voisinage du mélange de référence. C'est ce que vous pouvez voir ici en regardant ce qui se passe sur les trois axes du domaine, axes proposés par People, je le rappelle. On retrouve ici encore les résultats de la publication de People. Et puis, dernière fluctuation, la fluctuation de la réponse ou les variations de la réponse EC 1330, dans la conductivité électrique mesurée à 1330 degrés dans le domaine expérimental, par rapport au mélange de référence, eh bien, on va voir le rôle de chacun des constituants, un effet très positif dans les deux derniers transparents de Na2O. Donc ici encore, n'hésitez pas à rapprocher, je sais que j'insiste lourdement, le nuage de points, les expériences brutes, avec votre trace pour regarder si effectivement vous restituez de façon assez fidèle la fluctuation des résultats suivant les axes. Alors, après avoir constaté encore une fois que nous avons retrouvé les résultats de People, eh bien, on va faire une synthèse de l'analyse graphique. En termes de viscosité, rien d'étonnant à trouver des graphiques très très proches, que ce soit pour la réponse V10 ou pour la réponse T10 que vous voyez en haut, température nécessaire pour obtenir une viscosité de 10 pascal seconde, ou pour la réponse V 1330, viscosité mesurée en décapascal seconde pour une température de 1330 degrés, et puis les deux graphiques relatifs à la conductivité électrique avec ici un rôle beaucoup plus prépondérant de Na2O par rapport au premier graphique. Donc on a fini l'analyse graphique des résultats. On va, dans la conclusion, interpréter, même si on pourrait le faire à cette étape-là, mais c'est pour équilibrer les durées des séquences, eh bien on va revenir à l'interprétation qu'ont donnée les auteurs à partir de ces résultats. N'oubliez pas que ce n'est pas les coefficients du modèle qu'il faut interpréter directement. Aucune interprétation directe des coefficients ne vous aurait donné cette information. C'est la restitution sous une forme graphique interprétable sans ambiguïté, qui va vous permettre d'apporter les éléments de réponse aux questions que vous vous étiez posées lors de la première étape dédiée aux objectifs de l'étude. Donc merci pour votre attention dans ce récapitulatif d'analyse graphique, et nous allons passer tout de suite à la conclusion de cette étude dans la séquence suivante, 10e et dernière séquence. Donc à tout de suite.